Je serai toujours du côté des femmes victimes et jamais du côté des agresseurs. Ce que l'on entend malheureusement encore trop souvent, des gens qui pensent que c'est une situation dont il ne faut pas faire cas, juste une gifle, juste quelques SMS, juste un téléphone confisqué. Mais tout ça, ça s'inscrit dans le continuum des violences en fait. Et c'est quelque chose de systémique dans notre société. C'est lié à une société, on le sait, patriarcale, où tout est pensé par les hommes et pour les hommes, et que aujourd'hui encore, il faut travailler sur ces questions-là pour qu'enfin on accède à une égalité qui fasse que demain, plus aucune femme ne soit battue par un homme. Pascale Martin, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes député de Dordogne, membre du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous avez publié lundi un communiqué de presse qui a fait grand bruit. Il s'inscrit dans le cadre de l'affaire Adrien Quatennens. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, un petit rappel des faits. Alors Adrien Quatennens, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, est mis en cause pour des violences conjugales. Nos collègues du Canard enchaîné ont révélé la semaine dernière que Céline Quatennens a déposé une main courante suite à une dispute avec son mari. Alors depuis, tout s'est emballé. Il y a eu beaucoup de réactions. Adrien Quatennens a lui-même publié sur Twitter un communiqué de presse dimanche dernier. Il parle d'une gifle, d'une dispute qui dégénère. La réponse du leader de la France Insoumise ne s'est pas fait attendre non plus. Il a tweeté moins d'une heure après son ami Quatennens, dans lequel il y salue, je cite, sa dignité et son courage. Alors un tweet qui n'a pas l'air de mettre tout le monde d'accord, et vous l'avez fait savoir, Pascale Martin, puisque vous avez écrit lundi un communiqué de presse en votre nom. Alors Pascale Martin, pourquoi vous avez eu besoin de vous démarquer de la communication officielle de la France Insoumise ? Alors, j'ai eu besoin de me démarquer parce que, en fait, cette question des violences faites aux femmes est une question que je défends depuis maintenant de longues années. Et en fait, je défends surtout la parole des femmes. Et ce qui m'a choqué dans la communication qui a circulé dimanche, c'est le fait qu'il n'y ait aucun mot pour la victime. Et que moi, quand j'accueille des femmes qui viennent déposer une parole, la première chose que je leur dis, c'est que je suis avec elles. Et c'est ce que je dis à la fin de mon communiqué. En fait, je serai toujours du côté des femmes victimes et jamais du côté des agresseurs. Oui, vous avez qualifié certaines réactions au sein de la France Insoumise et de la NUPS insuffisantes et inacceptables. Oui, tout à fait, parce que, et on le voit bien depuis l'emballement médiatique que vous citez, on voit bien que dans cette société, on n'est pas encore prêt à évoluer sur cette question des violences faites aux femmes, sur ces questions de rapport de domination. J'ai eu depuis ce communiqué de presse beaucoup de gens qui ont apprécié justement le fait que je prenne la parole de cette manière-là, mais j'ai eu aussi ce que l'on entend malheureusement encore trop souvent, des gens qui pensent que c'est une situation dont il ne faut pas faire cas, juste une gifle, juste quelques SMS, juste un téléphone confisqué. Mais tout ça, ça s'inscrit dans le continuum des violences, en fait. Et c'est quelque chose de systémique dans notre société. C'est lié à une société, on le sait, patriarcale, où tout est pensé par les hommes et pour les hommes. Et que aujourd'hui encore, il faut travailler sur ces questions-là pour qu'enfin, on accède à une égalité qui fasse que demain, plus aucune femme ne soit battue par un homme. Alors, je suis obligée de vous poser une question qui a gêné, on le verra tout à l'heure en conférence de presse. Qu'est-ce que vous avez pensé du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a soutenu Adrien Quatennens en disant notamment « Je salue sa dignité et son courage ». C'est à la fois, bon, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a choquée, en même temps qui ne m'a pas surprise, parce qu'on est dans cette situation-là où aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, bien sûr, depuis lundi, de beaucoup parler de ce qui est en train de se passer. Et en fait, quand on a dans son entourage proche un ami, un frère, un compagnon, bon, peu importe, quelqu'un dont on est très proche,
avec qui on a une relation forte. Évidemment que ça nous déstabilise, évidemment même que ça nous sidère, parce qu'on n'aurait jamais pensé que. Et en fait, ça traverse toutes les classes sociales, toute la société, et même le plus charmant des hommes peut devenir à un moment violent, et notamment parce que là c'est la situation, mais je n'ai pas envie de m'attacher à cette situation en particulier et au tweet de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Moi, ce que je veux révéler là, c'est qu'on est dans un fait de société où quand une femme décide de se séparer de son compagnon, le compagnon ne l'accepte pas toujours. D'ailleurs, c'est écrit dans le communiqué de presse d'Adrien Quatennens. J'ai enfin accepté cette situation. Je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il dit. Accepter cette situation. Mais en fait, les femmes ne sont pas la propriété des hommes. Et donc, à un moment donné, oui, c'est la vie. Parfois, on se sépare, on n'est plus d'accord. Et c'est rarement en même temps qu'on n'est plus d'accord. Il y en a toujours un qui a envie que la relation continue et l'autre pas. Et donc, c'est un peu conflictuel. Mais le conflit, c'est une chose. La violence, c'en est une autre. Et là, clairement, je ne suis pas juge, bien sûr, je ne suis pas la justice, et j'espère que la justice fera son travail comme elle sait le faire habituellement, mais malheureusement, on sait aussi que 10% des femmes seulement portent plainte et 10% seulement des agresseurs sont condamnés. Alors, on m'a dit, mais tu veux rétablir la peine de mort, mais... faut pas tout mélanger non plus. C'est juste que dans cette société, il y a des règles et que les règles, il faut les respecter et que la violence, elle traverse toute notre société. Nos jeunes, les enfants aujourd'hui sont aussi dans un système relativement violent. Et donc, on a aussi, enfin, je le dis à chaque fois que je réponds à des interviews depuis lundi, c'est qu'on a aussi ce devoir d'éduquer nos enfants et d'éduquer même les jeunes parents, même quand on attend un enfant, il faut déjà être dans un questionnement sur comment je vais l'élever, cet enfant qui va arriver, petite fille ou petit garçon, qu'est-ce que je vais lui apporter comme valeur. Eh bien, moi, je pense que dès l'enfance, on doit faire attention à comment on s'adresse à un petit garçon, à une petite fille, et comment on lutte contre ces fichus stéréotypes de genre qui font que, devenu adulte, un garçon peut se sentir supérieur à une fille ou un homme à une femme et devenir violent malgré lui peut-être, mais quand même. Je veux dire que quand l'accès de violence arrive, si j'ai un message à donner à toute personne, c'est que ça nous arrive à tous de sentir que la colère monte et que, il faut sortir, il faut aller dans la rue, il faut crier un bon coup, mais il faut pas taper, quoi. Et il faut pas humilier la personne, parce que là, on parle de violence physique, mais il y a aussi les violences psychologiques. Et combien de femmes subissent des violences verbales ou psychologiques qui les détruisent à vie, en fait. Donc, dire à une femme, mais t'es habillée comme un sac, ou t'as pas fait à manger correctement, ou le repas est pas prêt. Et quand on le dit sans arrêt, même une fois, ça peut être terriblement blessant, ça c'est sûr, voire traumatisant. On ne sait pas ce qu'est l'histoire de chacun et chacune. Et donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment... c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais il a du sens, c'est la bienveillance, c'est l'empathie, c'est... Voilà, donc... qu'on soit terriblement mortifié d'apprendre une séparation, ça s'entend, mais ça ne justifie jamais la violence. C'est bon de le rappeler, effectivement. Alors, donc, c'est la première fois qu'une des déclarations de Mélenchon divise autant au sein de votre mouvement. On a même pu percevoir une certaine gêne à la conférence de presse d'hier. On regarde une séquence. Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma réponse. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté? Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave que nous avons pris très au sérieux, d'où le communiqué de presse de la coordination des espaces du mouvement, qui dit clairement que en tant que mouvement
féministes engagées sur des questions de lutte contre les violences faites aux femmes, la mise en retrait d'Adrien Quatennens était nécessaire. Alors Pascale Martin, est-ce que vous pensez que la réaction de Jean-Luc Mélenchon risque de fragiliser la France insoumise dans la perspective des prochaines élections, des prochaines échéances électorales? Je vais y arriver. Il se peut que ça fragilise, mais je veux dire, on ne va pas se taire. Voilà, moi je ne peux pas me taire sur une question comme ça. C'est mon ADN. J'ai une histoire de vie qui fait que aujourd'hui, je pense que si j'ai à faire quelque chose sur cette terre, c'est bien militer pour que demain les femmes ne soient plus maltraitées comme elles le sont encore aujourd'hui, hélas. Oui, vous aviez d'ailleurs même évoqué dans votre communiqué qu'une formation sur les violences sexistes et sexuelles avait été dispensée à tous les députés de la France insoumise. Est-ce que vous la jugez suffisante ? En fait, il y a plusieurs étapes. Moi, je crois qu'il faut quand même dire et saluer le fait que ce mouvement politique a décidé d'obliger à une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est quand même remarquable parce que je pense que d'autres mouvements politiques sont pas du tout sur cette ligne-là. Et il faut, vous le savez, on a quand même des ministres qui ont fait l'objet aussi d'actions et de plaintes et qu'aujourd'hui, ils sont encore ministres. Donc ça, c'est quand même... alors proprement scandaleux et révoltant. Donc, dans le mouvement politique dans lequel je suis, il y a quand même ces formations qui sont proposées et obligatoires, non seulement pour les députés, mais aussi pour les collaborateurs. Donc, les formations ont commencé sur les amphis cet été à Valence. Elles se poursuivent demain et après-demain sur les journées parlementaires. Et donc, ça me paraît tout à fait intéressant. Après, je pense que c'est insuffisant dans la mesure où, sans doute que certains de mes collègues vont découvrir demain ce que sont les violences sexistes et sexuelles et que peut-être qu'ils ne se sont jamais questionnés de manière approfondie sur cette question, comme un grand nombre de notre population. Et moi, je crois que ces formations, d'abord, on les réclame pour les professionnels de justice, de police, de gendarmerie, pour les travailleurs sociaux, pour les enseignants. Enfin, on devrait tous avoir le tronc commun minimum sur cette question. Et après, on peut aller plus loin parce qu'effectivement, rien qu'à voir... tout ce qui est en train de se dire depuis dimanche, on se dit qu'il y a du travail, oui, il y a à faire. Effectivement, alors sur les bancs de l'Assemblée, il y a eu d'autres réactions, comme celle de la députée Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, qui a dit n'être pas certaine que la place d'Adrien Quatennens soit, je cite, dans l'hémicycle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opportunisme et d'hypocrisie quand on sait que des affaires de violences sexuelles ont touché la majorité ? Bien sûr, mais bien sûr. Là, c'est pour ça que certains en font un enjeu politique. Bon, certes, mais pour moi, c'est pas ça le sujet. Même si tout est politique, et je n'ai cessé de le dire pendant ma campagne, mais et le féminisme est politique, mais c'est pas ça le sujet. Évidemment que l'opposition va se saisir de ce qui est en train de se passer, mais franchement, qu'ils regardent déjà dans leur rang et qu'ils fassent aussi, eux, un peu leur propre analyse de ce qui se passe dans leur mouvement. Petit clin d'œil à Damien Abad, oui, notamment. Alors, il n'y a pas que lui. Il y a sans doute d'autres histoires que l'on ne connaît pas encore. On voit ce qui se passe quand les femmes se mettent à parler. C'est quand même incroyable. Encore Patrick Poivre d'Arvor, là, j'ai vu qu'il y a à nouveau... voilà, les femmes se mettent à parler. Alors, la parole se libère, ok, la parole se libère, mais quand elle se libère, qu'est-ce qui se passe pour les femmes ? Il y a encore une autre violence qui vient se surajouter à ce qu'elles ont subi. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et quand on dit aussi que Céline Quatennens n'a pas souhaité rendre public, mais ça, c'est typiquement, enfin, j'ai maintenant une certaine expertise dans le domaine, les femmes ne souhaitent pas rendre public ce qu'elles ont vécu. Il y a encore ce sentiment de honte, il y a encore ce tabou, il y a, voilà, et la famille qui entend que, bon, je l'ai écrit dans mon communiqué, j'ai été moi-même victime de violences conjugales, donc je sais ce qui se passe quand on commence à dire à son entourage qu'on est dans cette situation
révélation, ou quand la révélation se fait, tout le monde est tétanisé, tout le monde est sidéré. On n'avait pas vu, on ne savait pas. Bon, voilà. Et donc, voilà, moi, je ne les connais pas personnellement, ni l'un ni l'autre, tout comme je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon personnellement. Moi, je milite dans un mouvement qui se dit féministe et qui, à mon sens, a écrit dans son programme des choses qui me conviennent. Je l'ai encore redit à mes collègues pas plus tard qu'hier. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là. Et je suis à la délégation droits des femmes, en plus, et je veux vraiment porter ça dans mon mandat. Il faut que ça bouge, mais vraiment. Pas que dans la théorie, dans la pratique aussi. Alors d'ailleurs, vous rappelez l'engagement de la France insoumise de 2021 à ne pas soutenir les hommes politiques mis en cause pour des affaires de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est une promesse qui a été tenue ou pas tenue, selon vous, de la part de votre formation politique ? Est-ce que vous êtes déçu par certains de vos camarades ? Je dirais pas que je suis déçue par mes camarades, je suis déçue par... moi, j'en fais un fait de société, vraiment. Donc, je trouve qu'il ne faut pas... il me semble qu'il ne faut pas s'acharner sur la France insoumise. Franchement, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Et, alors, c'est sans doute insuffisant, on n'est sans doute pas exactement comme il faudrait que l'on soit, mais on n'a pas à rougir quand on voit ce qui se passe dans les autres mouvements politiques et dans la société en général. Au moins, on a ce courage, là pour le coup, c'est nous qui avons le courage d'en parler et de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Est-ce qu'Adrien Quatennens devrait renoncer à son mandat de député ? C'est une question difficile que vous me posez là. Je pense que c'est un peu tôt pour tirer déjà des conclusions de ce type. Il y a quand même une justice dans ce pays, donc la justice va faire son travail, je l'espère, en toute honnêteté, en toute neutralité. Et puis, voilà, lui-même décidera de ce qu'il doit faire aussi. Je pense que quand on se retrouve confronté à une situation de ce type, on a aussi son libre arbitre. Et il me semble que c'est plutôt à lui d'en décider que la vindicte populaire qui appellerait à la démission d'Adrien Quatennens. Moi, je suis pas sur cette ligne-là du tout. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que il y a une instance au sein de votre mouvement dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise qui a déjà été saisi de plusieurs accusations visant notamment certaines figures politiques comme Taha Abou Hafs ou Éric Coquerel. Alors, on sait que Taha Abou Hafs a reculé, s'est complètement retiré de la campagne, donc des législatives. Pour Éric Coquerel, il est toujours en fonction. Est-ce que vous estimez que ce comité fonctionne bien ? Mais le comité en question, il est là pour accueillir la parole des femmes. Donc, il n'est pas là pour rendre justice à la place de la justice. Et quand il accueille la parole des femmes, après, il y a le respect de cette parole. Certaines femmes veulent rendre leur parole publique et donc le comité agit dans ce sens. D'autres ne veulent pas et c'est très souvent le cas. Je l'ai rappelé tout à l'heure, 10% seulement des femmes portent plainte. Donc, ça veut dire que 90% des femmes ne portent pas plainte, ne veulent pas en parler. Enfin, c'est vraiment ça qu'il faudrait que les gens comprennent si je suis là ce soir. C'est vraiment pour dire ça, c'est que vous avez 90% de femmes dans la nature qui n'arrivent pas à en parler. C'est quand même... ou alors elles en parlent à une amie qui elle-même se trouve... une amie qui se trouve démunie parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Enfin, donc ce comité-là, il accueille la parole des femmes et après il respecte la parole des femmes. C'est-à-dire une femme qui va dire « moi je ne veux pas que ce que je viens de vous dire soit connu », le comité respecte cette parole. Et dans les affaires que vous citez, voilà, les femmes, elles ont parlé. Dans l'affaire Taha Abou Hafs, elle n'a pas souhaité, c'est anonyme, donc on a respecté ça. Moi, je trouve que c'est tout à fait entendable. Après, dans l'autre affaire... à mon sens, un peu différente, parce que là, il y a quand même une histoire politique derrière. Il y a une plainte, pour le coup, dans la seconde affaire. Mais bon, la veille, la personne dit il n'y a rien de répréhensible, et puis le jour suivant, elle porte plainte. Voilà. Je ne suis pas la justice, mais l'enquête est en cours, et on va voir.
Voilà, c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est rien. Ce que cette femme a dit, bien, voilà. Encore une fois, je respecte toujours la parole des femmes, mais en même temps, chaque situation ne se compare pas. Hein, et voilà, les violences conjugales, c'est pas la même chose que ce que cette femme dit. Voilà, pour moi. Alors, Pascale Martin, vous l'avez dit, vous êtes particulièrement engagé sur ces questions. Qu'est-ce que vous pourriez préconiser à la France insoumise en matière justement de lutte contre les violences sexuelles et sexistes? Comment on pourrait aller plus loin au sein de ce mouvement? Il y a quand même des choses qui ont été mises en place, mais visiblement, il y a encore à faire. Aller plus loin, c'est continuer d'accueillir cette parole. Après, c'est émotionnellement très difficile d'accueillir la parole des femmes. Hein. C'est pas donné à tout le monde, ça nécessite d'être formé, ça nécessite de la supervision, parce que c'est souvent des parcours très douloureux qui nous chamboulent nous-mêmes dans nos convictions. Donc je pense que voilà, cette instance dont vous parliez tout à l'heure, elle a le mérite vraiment d'exister et il faut la conforter sans doute, enfin la consolider, la solidifier. Enfin voilà, ça nous remue dans nos convictions, tout ça. Et bon, le fait que la formation soit obligatoire, mais je trouve ça extraordinaire. Et j'espère qu'on ira même jusqu'à pointer que tout le monde était bien présent à la formation. Et que ceux qui n'auraient pas été présents, avec sans doute des raisons tout à fait légitimes, ils auraient une petite séance de rattrapage possible. Voilà. Parce que c'est ça aussi, quand on rend obligatoire les choses, ça veut dire aussi que, pour moi, on leur donne de l'importance. Ouais. Et donc, après, il faut aller jusqu'au contrôle. Ça peut être nécessaire de contrôler. Merci infiniment, Pascale Martin. Merci pour votre engagement. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de Toujours debout. Alors, cette émission n'existe que grâce à vous, abonnés sociétaires du média, qui nous permettez de faire notre travail en toute indépendance et de vous proposer une autre hiérarchie, un autre regard sur l'information. Alors, pour en savoir plus et nous soutenir, rendez-vous sur onchangetout.lemediatv.fr.